c'est un one-shot qui est un peu plus éloigné de mon univers habituel, mais qui a toujours les mêmes promesses, c'est-à-dire qu'il y a toujours du mystère, il y a toujours du suspense, il y aura toujours des faits réels qui vont aussi vous permettre de vous dire ah bah tiens, ça c'était vrai, je ne le savais pas, j'ai appris. Et puis des questionnements généralement autour de la civilisation, de nous humains, de qu'est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va, pourquoi on fait les choses, pourquoi on les fait comme ci et pas comme ça, et jusqu'où ça va nous mener. Voilà, ce sont des hypothèses à chaque fois que je trouve intéressantes et vivifiantes pour notre vie à tous en commun. L'ultime avertissement, ça démarre avec Félicia Duplessis, qui est une experte en art et qui reçoit un jour la visite d'un monsieur qui lui dit écoutez, j'ai mon supérieur qui a besoin de vos services pour expertiser des objets très particuliers qu'il a dans son manoir là-haut dans les Appalaches aux États-Unis. Elle hésite un peu à aller dans cet endroit complètement perdu, mais bon, elle suit son instinct. Quand elle débarque sur place, c'est pas vraiment le monsieur qu'elle attendait qui arrive, c'est son fils. Il dit écoutez, je vous ai fait venir ici parce que en fait, c'est pas vraiment des œuvres d'art que j'ai besoin d'expertiser. Et je vous ai pas dit, mais il y a aussi ce monsieur-là que j'ai invité avec vous, et ce monsieur-là, c'est un prêtre. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a été invité dans ce grand manoir avec cette experte en art? Félicia se pose beaucoup de questions, jusqu'à ce que le fameux monsieur lui dise en fait, mon père a disparu, il était avec des amis lors d'une soirée dans ce manoir même. Ils avaient pour habitude de se réunir autour d'un thème et chacun devait présenter un objet en particulier. Et là, eux ne sont plus là, les objets sont restés. Si vous arrivez à nous dire quel est le point commun entre tous les objets qui sont là, peut-être que vous allez nous aider à aller plus loin dans l'enquête, parce que pour le moment, la police piétine. Et à partir de cette information, Félicia va effectivement faire des déductions bien étranges et qui vont la faire remonter vers une espèce de groupe qui se fait appeler les Sentinelles. Qui sont-ils? Pourquoi ils s'appellent comme ça? Et on va découvrir des thématiques très intéressantes et très étranges qui existent vraiment, qui s'appellent les capsules temporelles. Certains ont peut-être déjà entendu parler. Ce sont ces objets qu'on enterre dans le sol, ces caisses dans lesquelles on met des objets et puis on les enterre et on dit voilà, cet endroit, vous pourrez creuser dans 50, 100 ans, 200, 300 ans, et ça sera un témoignage de l'époque en question. Sauf qu'évidemment, la capsule temporelle en question, elle va beaucoup plus loin que ça, vous imaginez bien, sinon ça ne ferait pas un bon thriller. Donc voilà pour l'ultime avertissement. Ouais, on est à une sorte de bout de chemin certainement autour de tout ce qu'on peut observer dans cet espace quand même de laboratoire extrêmement intéressant où sont les jeunesses avec un S, parce qu'évidemment il n'y a pas une seule jeunesse, mais qu'il y a plusieurs jeunesses plurielles et diverses. Mais qu'en intéressant, que ce soit au rapport au travail, que ce soit au rapport aux enjeux écologiques, par exemple liés à la jeunesse, que ce soit le rapport au couple, à l'amour, à l'intimité, en fait finalement c'est vrai que tout a pu converger finalement dans cette enquête-là, parce que quand on regarde l'amitié, la place qu'on accorde à l'amitié dans notre société, quand on questionne cette place secondaire qu'on lui accorde dans l'organisation sociale et qu'on se dit pourquoi pas finalement lui donner une autre envergure, un autre espace dans nos vies intimes, eh bien on en vient à questionner finalement toutes ces choses-là dont je viens de parler, l'habitat, la manière de consommer, la manière d'être ensemble, la manière de s'occuper des enfants, tout ça finalement c'est vrai qu'on converge. Si on défend l'Ukraine, c'est la voix de Vladimir Poutine. Et moi, un hiver nucléaire en 2022, j'étais absolument pas prêt. Donc comme la base de la peur ou des phobies, c'est l'ignorance, j'ai décidé de scanner un siècle de relations internationales entre la Russie et le reste du monde, parce que je me suis dit que l'histoire d'hier pouvait me faire comprendre aujourd'hui et surtout me donner les armes intellectuelles pour demain. Donc c'est tout à fait une démarche citoyenne à la base que de m'intéresser à la Russie. Et dans ce scan, alors aussi pourquoi je fais ça à chaque fois, c'est parce que j'ai conscience, et la phrase qui suit va être très jolie, donc elle n'est pas de moi, si les limites de mes mots sont les limites de mon monde, les limites de ma connaissance sont les limites de mon univers. Et donc je cherche toujours à savoir pour comprendre et surtout pour me rassurer. Et dans ce scan de un siècle de relations internationales entre la Russie et le reste du monde, je découvre une toute petite guerre, la guerre d'hiver. 105 jours par moins 51 degrés, quand un pays de la taille d'un continent se décide à attaquer une nation que les Américains vont dire infinitésimale, la Finlande. Donc la Russie, c'est 171 millions de personnes, la Finlande, c'est 3 millions de personnes à l'époque, et donc ils étaient persuadés de les écraser en quelques jours, et la Finlande va résister.
Donc on a une arène incroyable, les forêts glacées de la Laponie et de l'est de la Finlande. On a un héros incroyable aussi, parce qu'à l'intérieur de cette guerre, il y a un jeune homme, un fermier totalement pacifique, qui va devenir la mort blanche, le plus grand sniper de tous les temps. Et donc j'ai assez d'éléments en fin de compte pour appeler ma maison d'édition et leur dire je vais faire mon sac à dos et je vais partir 4 mois en Finlande au même moment pendant l'hiver pour essayer de retrouver ces moins 20, moins 30, moins 40 degrés. J'ai pas atteint les moins 51 degrés, c'est la première fois que je remercie le réchauffement climatique, mais j'ai quand même réussi à atteindre les moins 40 degrés et c'est assez particulier comme expérience. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 septembre et j'ouvre un nouveau chapitre et donc un nouveau vlog. Alors, là ce vlog il va être un petit peu particulier parce que alors je n'ai pas eu du tout le temps de prendre la caméra cette semaine pour vous parler. J'ai une semaine particulièrement chargée, notamment au niveau des soirées. En fait, il n'y a pas un seul soir où j'étais chez moi à la maison, donc j'ai vraiment pas eu le temps de vous prendre, mais je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Alors, il y a notamment eu trois rencontres littéraires. Je vous aurais mis normalement les images avant. La première, c'était lundi soir et j'ai rencontré Nicolas Beuglet pour la sortie en poche, donc chez Pocket, de son roman L'ultime avertissement. Nicolas Beuglet qui est donc un auteur de polar. Je vais vous lire la 4e de couverture. Dans le véhicule qui l'a conduit vers les Appalaches, Félicia sourit en observant les sommets enneigés. La jeune experte en art a été invitée à étudier 3 objets de la fabuleuse collection des Castlemore. Mais quand elle arrive au manoir de la célèbre famille, son sang se glace. Félicia doit en réalité enquêter sur d'inexplicables disparitions humaines. Épaulée par Armand, un ancien flic devenu prêtre, elle se lance alors dans une course haletante pour retrouver un mystérieux groupe se faisant appeler les Sentinelles. Traqués à mort par des ennemis aussi intelligents que puissants, Félicia et Armand n'ont pas le choix. Pour échapper au pire, ils devront entendre l'ultime avertissement lancé par ceux qui ont vu l'impensable. Machiavélique et haletant, Dixit Télé 7 jours. Tout a l'air fou, mais tout est exact. Le lecteur ressort lessivé, Le Parisien. Moi, j'avais lu Le Cri il y a un petit moment, j'avais bien aimé, donc du coup, il va aller rejoindre ma palle. Et... Mercredi, je suis allée à la rencontre de Alice Rebaud, qui a écrit un essai dans la collection Agora de chez Pocket, qui s'appelle Nos puissantes amitiés. Elle a fait une petite conférence, en fait, elle était interviewée par Lorraine Malka et c'était vraiment très très intéressant parce que dans cet essai justement, elle va repenser le lien d'amitié et elle va lui donner un autre regard. Mais je vais peut-être lire la 4e de couverture. Alors, le bandou. Voilà. L'amitié est souvent considérée comme secondaire, voire futile. Dans nos récits, elle passe au second plan, éclipsée une fois la jeunesse passée par le couple et la famille. Mais pourquoi le couple romantique devrait-il être le seul modèle de relation ? Aujourd'hui, de plus en plus de personnes trouvent dans les relations d'amitié des espaces de joie, de solidarité et de résistance face aux aliénations du patriarcat, du capitalisme et aux défis écologiques. Que ce soit entre hétéros, queer, entre femmes, hommes ou dans des groupes mixtes, nombreux sont ceux qui réinventent, au sein de l'amitié, des façons de militer, de vivre, de consommer et de vieillir. À travers des entretiens, des références culturelles, des études sociologiques et des textes philosophiques, Alice Rebaud explore comment l'amitié peut être une force libératrice et émancipatrice, bien souvent politique. Alors, Alice Rebaud, elle est journaliste au Monde et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter mercredi soir et c'est vraiment intéressant la façon dont elle va repenser l'amitié et en fait
Et en fait, comme c'est dit dans la 4e de couverture, elle se demande quelle est la place de l'amitié de nos jours, sachant que dans l'inconscient collectif, pour avoir réussi sa vie, il faut être marié, avoir des enfants, avoir une famille, être propriétaire, etc. Et elle se demande un petit peu quelle est la place de l'amitié et si on peut pas avoir aussi réussi sa vie parce qu'on a des amis. Et elle revoit l'amitié sous d'autres angles et notamment la parentalité. Et elle se demande si on peut pas avoir des enfants avec ses amis au lieu de absolument être en couple. Elle cite les exemples d'amis qui se paxent et du coup ça casse un petit peu ces schémas, le schéma patriarcal dans lequel on a été élevé, et moi-même aussi. Et elle repense un petit peu les choses, elle casse les codes. Et alors moi je trouve ça toujours intéressant, les gens qui ont une autre vision de la société dans laquelle on vit, qui casse les genres, qui casse les codes, qui nous font remettre en perspective certaines thématiques. C'est toujours très très intéressant. Après, on adhère pas, ça c'est un autre débat, mais le fait de remettre en question des schémas qui sont acquis depuis toujours, depuis l'enfance, et de déconstruire les codes. Enfin, moi, je trouve ça toujours intéressant. Déjà, c'est une belle preuve d'ouverture d'esprit. Et j'ai vraiment envie de le découvrir, celui-là. Je sais pas si je l'ai dit, ça s'appelle Nos puissantes amitiés. Ensuite, vendredi, je suis allée à une rencontre au Théâtre de la Concorde, qui est un très très beau lieu, qui était organisé par les éditions Pocket, donc à laquelle j'étais invitée pour rencontrer Olivier Nourek à l'occasion de la sortie de son roman Les Guerriers de l'Hiver en poche, justement sous format poche. C'est très très intéressant. Je trouvais qu'il parlait très bien de son livre. C'est quelqu'un je trouve de très simple, il a l'air très accessible. Il parle avec passion de l'écriture, de son roman, de son sujet. On sent qu'il y a eu beaucoup de... Il nous l'explique, le processus de recherche qui a été fait en amont pour rédiger son livre. C'était vraiment très très intéressant. Par contre, et c'est pas du tout un reproche, mais par contre il y avait énormément de monde. C'était une rencontre qui était ouverte au public dans un lieu, pas public mais dans un théâtre. Il y avait vraiment beaucoup beaucoup de monde et donc il a été interviewé pendant je sais pas, on va dire 1 heure. Ensuite il y a eu une petite séance de questions-réponses. Les gens avaient beaucoup de questions, c'était vraiment très très intéressant. Et ensuite il y a eu une séance de dédicaces et je vous avouerai qu'il y avait tellement de monde que j'ai pas eu le courage de faire la queue. Et en plus, comme ça s'est terminé un petit peu tard, au niveau des questions-réponses, on m'a bloqué de toute façon l'accès à la queue en nous disant qu'à un moment il fermait, il ne pouvait pas prendre plus de personnes pour la dédicace. Donc voilà, même si j'avais voulu, de toute façon, je n'aurais pas pu parce que l'accès à la dédicace m'était bloqué. Et du coup, voilà, comme il y avait trop de monde pour la dédicace, j'ai pas pu acheter le bouquin ce soir-là, mais ça, c'est pas très grave, je pourrais l'acheter un petit peu plus tard, donc j'ai pas pu avoir ma petite dédicace, mais j'étais quand même très contente d'avoir assisté à cette rencontre, c'était vraiment très très intéressant. Norek, qu'est-ce que j'ai lu de Norek ? Ah oui, j'ai lu Surface. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai toujours pas terminé la série. Je l'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Et lui-même en a parlé dans l'interview. Et ça m'a fait penser que ah bah tiens, je l'ai commencé, je l'ai jamais terminé. Donc ça, il faut que je la termine. Et j'ai lu Entre deux mondes sur les migrants de Calais. Et alors j'avais adoré celui-là. C'était vraiment très très intéressant. Et là, les guerriers de l'hiver, si je me trompe pas, on est en Finlande. Il y a un truc qui se passe avec la Russie, avec Staline, mais ça a l'air... en fait, je sais pas si c'est un polar ou si c'est un roman historique ou
s'il a fait comme Michel Bussy et s'il s'est servi d'un fait historique pour en faire un roman tout en reprenant les codes du polar, je sais pas trop, mais en tout cas, je lui fais, je lui fais confiance. Je pense que voilà, Olivier Norek en librairie, ça c'est vraiment une valeur sûre. Mais je reste très très curieuse de découvrir ce nouveau roman. Alors, toujours dans la rubrique réception, j'ai reçu ce livre cette semaine. C'est un livre que j'ai reçu dans le cadre d'une masse critique Babelio. Je ne sais pas si vous connaissez les opérations masse critique de Babelio. Ils le font, je ne sais pas, peut-être une fois par mois, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Et en fait, donc, ils ouvrent une opération qui s'appelle Masse Critique. Ils proposent tout un, enfin, je sais pas, une trentaine de livres selon des thématiques. Donc, on s'inscrit, on choisit les livres qui nous intéressent et en fait, contre un livre, on nous demande juste une critique sur Babelio dans les 30 jours qui suivent la réception du livre. Donc, c'est vraiment pas très très engageant. Et c'est une opération un peu gagnant-gagnant. Gagnant pour nous parce qu'on reçoit des livres, c'est gratuit, hein, on les reçoit gratuitement en échange d'une critique et puis eux, ils ont des critiques sur les livres. Du coup, donc, j'avais postulé notamment pour celui-ci, ça s'appelle Crache le soleil de Camille Goudot chez Michel Lafon. Je crois qu'il fait partie de la rentrée littéraire, mais je suis pas très sûre non coup. Je vous lis la 4e de couve. Dans Paris, où s'élève la gronde sociale, une lumière irradie sur les murs de la capitale, celle du portrait d'Éléonore Poussière. C'est joli comme nom. Une discrète hôtesse d'accueil qu'une street artiste a choisie pour égérie. Du jour au lendemain, le pochoir jaune et bleu, le pochoir jaune et bleu, enflamme les réseaux sociaux et le cœur de Félix, restaurateur malvoyant, qui ne voit bien que les couleurs. Tandis qu'il la recherche à travers la ville, Éléonore découvre qui elle est vraiment. Une bousculade sur un quai de métro, et ces deux êtres éraflés pourraient bien se trouver. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ça, c'est la devanture je suppose, du café ou du restaurant de Félix. Bon, en tout cas, je pense que je vais pas tarder à le lire. Il fait combien de pages ? 318. 318, c'est écrit plutôt gros. Je sais pas si vous voyez. J'ai un petit marque-page que j'avais pas vu. Crache le soleil, son 2e roman. D'accord. Alors, je connais pas le premier. Voilà, c'est elle. Camille Goudot. Je pense que... Oula, je vais tout tomber. Bon, en tout cas, je pense que ce sera ma prochaine lecture. Après celle que je suis en train de faire actuellement, mais je pense que celle-ci va être la prochaine. Alors, au niveau de mes lectures, je vous avais laissé sur celle que je suis de Claire Norton, que j'ai fini entre-temps et que j'ai adoré. Il est assez épais, il est chez Pocket, mais on lit très vite, hein, ça fait 392 pages, mais il se lit vraiment très vite. Alors, dans ce livre, on va suivre Valentine. Valentine, c'est une femme assez discrète, on n'entend pas trop le son de sa voix, elle rase les murs, elle travaille le week-end à temps partiel dans une librairie, et la semaine, elle s'occupe de son fils, elle va le chercher à l'école, etc. Et en fait, Valentine, elle est avec un mari qui est manipulateur, extrêmement toxique, alcoolique et violent. Et Claire Norton, elle va nous décrire un petit peu son quotidien. Le fait que voilà, elle n'a pas le droit à l'erreur, Valentine, si elle fait un truc de travers, trop de sel, elle a mis de l'oignon alors que son mari déteste ça, tout est prétexte pour la frapper, puisque le thème de ce roman, c'est donc les violences conjugales. Et donc, elle nous décrit un petit peu tout ce travail d'emprise que lui fait sur elle, les conséquences psychologiques que tout ça a sur Valentine, le manque d'estime de soi, le manque de confiance, la dépression
l'anxiété, la paranoïa, l'isolement, etc. C'est extrêmement bien décrit. Je sais pas hein, si Claire Norton a été concernée par cette situation, mais je trouve que les situations qu'elle décrit sont vraiment très très proches de la réalité. Il y a des scènes qui sont très dures, mais je pense que elle s'est retenue d'aller encore plus loin que ça. Je pense qu'elle en a déjà fait beaucoup et si on en faisait plus, bon, ça allait peut-être être encore plus difficile. Mais là, il y a des scènes qui sont assez dures. Euh, Heureusement pour Valentine, elle va quand même voir la lumière au bout du tunnel parce qu'elle va elle va faire la connaissance de sa nouvelle voisine de palier qui s'appelle Suzette. Et Suzette, elle va un petit peu l'aider à se sortir de ce marasme. Et, euh, et c'est un livre qui est très très bien fait. Moi, je le lisais dans le métro. Et je vous jure que j'ai eu du mal à retenir mes larmes, tellement j'avais envie de pleurer. Il est extrêmement puissant, il est violent aussi. Il est violent mais nécessaire et extrêmement touchant. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un coup de cœur. Bien évidemment, j'ai pas un coup de cœur pour la violence conjugale. Alors moi, je dis que c'est un coup au cœur. Il est, comme tous les livres que j'ai adorés, j'ai vraiment beaucoup de mal à en parler et à trouver les mots tellement les émotions se bousculent à l'intérieur. Mais il est tellement beau. Il est tellement beau, il est poignant, il est incroyable. Voilà, alors si vous êtes particulièrement sensible, notamment sur ce genre de sujet, et si vous êtes voilà, un lecteur qui n'aime pas vraiment être bousculé ou choqué, ne le lisez pas, hein, clairement. Et sinon, bah, vraiment, mais jetez-vous sur ce livre. C'est une merveille, c'est une tempête d'émotions. Voilà, c'est en tout cas un de mes coups de cœur, je pense, de cette année. C'est vraiment le genre de lecture qui vous marque en tant que lectrice. Et c'est le premier roman que je lis de Claire Norton. Je ne sais pas ce qu'elle a écrit d'autre. Ben là, je vois Le sens de nos pas, chez Robert Laffont. Bon, en tout cas, je pense que je vais aller regarder sa bibliographie et si l'occasion se présente, et je vais faire en sorte qu'elle se présente, je pense que j'en lirai d'autres de cette autrice. Mais en tout cas, voilà, celui-là, il m'a totalement convaincue. Donc, celle que je suis de Claire Norton, extraordinaire. Ce qui m'amène à ma nouvelle lecture papier et qui n'est autre que le dernier Virginie Grimaldi qui s'appelle Les heures fragiles. Elle est très jolie cette couverture. Moi, je suis une fan de coucher de soleil. Donc vraiment, j'adore. Alors, si je vous lis la 4e de couverture. Diane a toujours eu des rêves simples. Un mari, 2 enfants, un métier qui lui plaît. C'est plus que ce qu'elle osait espérer. Le jour où Seb la quitte, son monde vacille. Absorbée par sa peine, elle ne voit pas que le drame se joue ailleurs. Tout près d'elle, dans cette chambre qui fait face à la sienne, les rires de sa fille s'épuisent. Lou a 16 ans, le mal de grandir, et son premier chagrin d'amour lui arrache plus que des larmes. Quand Diane comprend, elle est prête à tout pour l'aider, y compris à retourner vers un passé qu'elle avait fui. Ensemble, mère et fille marchent sur un fil, sous leurs pas, le torrent de la vie gronde et emporte avec lui les heures fragiles. Alors, il est épais, mais c'est à peu près, je regarde parce que j'en ai d'autres, mais c'est à peu près l'épaisseur des romans de Virginie Grimaldi. Là, il est chez Flammarion. Et il fait 328 pages. Là, pour l'instant, j'en suis à la page 229, donc un petit peu plus de la moitié. C'est pas mal, j'aime bien, je passe un bon moment. C'est pas surprenant dans le style, c'est vraiment du Virginie Grimaldi qui fait du Virginie Grimaldi. Qu'est-ce que je peux vous dire sans rien spoiler. Les thèmes qu'elle aborde sont évidemment les relations mère-fille. Et effectivement, Lou, sa fille de 16 ans, la fille de Diane de 16 ans, a un gros souci. Bon, le problème, c'est que c'est pas dit dans la 4e de couve, et si je vous le dis, je vous spoil un petit peu tout.
Elle a des... Ouais, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, c'est un sujet qui est assez profond, une thématique qui est très importante et que je trouve très importante à évoquer tout le temps et en littérature et dans vos conversations de tous les jours, et c'est vraiment important d'en parler. Je peux rien dire de plus, mais lisez-le. Lisez-le, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, pour l'instant, je passe un bon moment. Donc on verra ce que ça donne sur la fin. Je pense pas que j'arriverai à le terminer aujourd'hui. Ce sera peut-être demain ou après-demain, mais bon, ouais, il me reste une petite centaine de pages à lire, mais bon, c'est Virginie Grimaldi, donc ça se lit facilement. C'est écrit gros et espacé. Les chapitres sont plutôt courts, donc ça devrait aller très vite. Et je pense que je vous en parlerai dans le prochain vlog. Du coup, je pense que je vais faire un one-shot pour ce vlog-là. Je vais pas le grouper sur 2 semaines parce que sinon ce sera trop long. Là, ça fait déjà 20 minutes que je parle, donc je pense que ça peut tenir sur un vlog. Mais oui, celui-là, il va être un petit peu particulier. Je vais prendre la parole qu'une seule fois, du coup, pour vous raconter toute ma semaine. Et je vais être un petit peu bavarde. Je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent bizarre. Alors, au niveau de ma lecture audio, je suis plongée dans Vous parlez de mon fils de Philippe Besson. Là, j'ai l'édition papier qui est chez Julliard. Et j'en suis à la page 90 sur 197. Oui, c'est ça. 197. J'en suis à peu près à la moitié. Pour l'instant, j'aime bien. On parle de harcèlement scolaire. Je vous demande de vous mettre à notre place. Un instant, rien qu'un instant. Votre enfant vient vous raconter l'humiliation, la persécution, le bannissement. C'est votre fils, votre fille, il a 12 ans, elle en a 8 ou 14. C'est la chair de votre chair, ce que vous avez de plus précieux au monde. C'est l'être que vous devez protéger, défendre, soutenir, aider à grandir. Et il vient vous avouer cela. Vous y êtes? Vous la devinez, votre stupéfaction, votre culpabilité, votre douleur, votre colère? Ça vous envahit, pas vrai? Ça vous submerge, ça vous dépasse, ça vous anéantit. Et ça, ce n'est que le début, que les toutes premières minutes. Ça me fait des frissons de lire ça. Le harcèlement scolaire, moi, c'est un thème qui me touche beaucoup. Alors, j'ai pas été victime, hein, étant petite, de harcèlement scolaire, mais je peux tellement comprendre ce fléau, j'ai envie de dire, surtout aujourd'hui, parce que à mon époque encore, l'école s'arrêtait aux portes de l'école, mais aujourd'hui, avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, etc., l'école vient aussi s'inviter à la maison. Le soir, en fait, c'est en permanence. Et je trouve ça, horrible, le harcèlement scolaire. Et du coup, le retrouver en littérature, je pense que ça va pas mal me toucher. Bon, là, c'est l'écriture de Philippe Besson, donc c'est hyper bien écrit. J'attends de voir la suite. Là, j'ai pas eu trop l'occasion d'écouter en audio cette semaine parce que j'étais pas mal prise avec les soirées. Donc cette semaine, j'espère pouvoir le terminer ou tout du moins progresser dans cette lecture. Il n'est pas très, très épais, hein. Il fait 200 pages, écrit plutôt large. J'espère que j'arriverai à le terminer cette semaine. J'ai vraiment envie de connaître la fin. Mais en tout cas, pour le moment, je passe un bon moment. Si, en tout cas, je puis m'exprimer ainsi, même si le thème est très dur. Mais l'écriture de Besson est très très bien. Donc, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Bon, voilà. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Du coup, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui et pour cette semaine. J'espère que ce petit vlog, même s'il était un petit peu bizarre, vous a quand même plu. J'espère que ça vous a permis de vous donner quelques idées à piocher pour vos prochaines lectures. Si vous avez lu un livre
un titre que j'ai cité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, partager, vous abonner, tout ce que vous voulez. Et en attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de faire de très belles lectures. Je vous dis à bientôt. Bisous!